Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce BRK où nous allons parler du Grand Prix de Barcelona-Catalunya, direction la vidéo. J'espère que vous vous portez bien. On commence tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre et on commence malheureusement une nouvelle fois avec Honda. Chez Honda, pour le moment, pas d'amélioration en cours, pas d'amélioration sur les motos, mais c'est normal, il y a du progrès, il y a du développement, en tout cas qui est fait en phase de test avec Stéphane Bradl. On l'a vu à Jerez, au Mugello pour des tests privés. On a encore vu Bradl rouler à Catalunya. Donc, il y a vraiment un énorme travail de fond chez Honda pour reconstruire une toute nouvelle moto qui, on l'espère, va fonctionner. Mais donc, pour le moment, 3 petits points seulement ce week-end. 2 pour Nakagami, 1 pour Juan Mir. Fin du week-end chez Honda, aucun résultat. On travaille pour obtenir des datas, pour obtenir des renseignements, pour développer au mieux la nouvelle moto, le nouveau châssis, moteur électronique. Mais c'est vrai qu'on est plus sur du travail de fond. On a l'impression qu'en fait, Honda ne fait que des séances d'essais libres durant tout le week-end. Donc voilà, rien à dire. On va passer à autre chose. Je vais parler du circuit de Catalunya, de pourquoi il y a eu autant de chutes au virage numéro 2, au virage numéro 5 et au virage numéro 10. Et on va parler de ce circuit qui a fait une très grande part, on va dire, de l'importance de la course de dimanche, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans les dépassements ou dans les chutes. Ce circuit a été très difficile pour tout le monde et ça commence notamment par son revêtement. Effectivement, si vous liez le revêtement du circuit de Catalunya, qui est un revêtement assez différent, comme ils l'ont expliqué, c'est une roche, je crois, qui est utilisée, c'est un type de revêtement qui est utilisé assez différent des autres circuits, ce qui le rend abrasif et ce qui le rend aussi, forcément destructeur pour les pneumatiques. Eh bien, ça n'a pas aidé les pilotes sur le point de la gestion des pneumatiques. Et en plus, dans sa conception, le circuit de Barcelona-Catalunya est un circuit fast and flowing. Donc un circuit fast and flowing, je vous le rappelle, c'est un circuit qui va assez vite avec des portions, avec de grands virages comme le virage numéro 3, le virage numéro 9, le virage numéro 11, 12 par exemple. Ce sont des longs virages où on a des phases de freinage en appui sur de longs moments, on a des longues courbes avec la moto en appui, on va réaccélérer sur l'angle, ça va demander énormément aux pneumatiques. Et donc, c'est ce genre de circuit, comme par exemple Phillip Island, Catalunya, Phillip Island, ça représente très très bien les circuits fast and flowing qui sont assez difficiles à gérer au niveau des pneumatiques car, par exemple, sur les phases d'accélération ou de freinage, il y a de la grande vitesse qui est emmenée et il y a énormément de contraintes sur les pneumatiques parce que on ouvre les gaz à de très très haute vitesse sur l'angle, sur des phases assez compliquées, ça fait travailler tout l'électronique et c'est dans ce genre de moment et sur ce genre de circuit qu'il faut un maximum de grip sur la moto, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il faut surtout pouvoir exploiter ça dans les meilleures conditions possibles. Concernant le virage 2, le virage 5 et le virage 10, eh bien c'est assez simple. Il y a eu énormément de chutes parce que si vous regardez le circuit dans son ensemble, à partir du virage numéro 10, donc on arrive virage 10, virage 11, et à partir de ce moment-là, on a une énorme partie du circuit où il n'y a plus de virage à gauche. Donc, vous faites tout le dernier secteur, toute la ligne droite qui fait plus d'1 kilomètre, plus le premier virage et vous arrivez ensuite au virage numéro 2 qui est le premier virage à gauche. Donc, le pneu a eu le temps de se refroidir. Le pneu n'a pas été en contrainte depuis un bon moment du côté gauche. Et en plus, le virage 2 n'est pas non plus un virage où on met énormément de pression, où on a le temps de, par exemple, de faire chauffer le pneu sur la phase de freinage. C'est un virage où on sort d'un virage à droite et on vient jeter la moto dans ce droite-gauche comme ça. Et donc forcément, quand la moto touche le sol, si le pneu est un peu trop froid, si la température n'a pas été bien gérée, eh bien forcément, on perd très vite l'adhérence et on croise. On l'a vu beaucoup de fois avec Martin, Morbidelli, Binder. On a vu ça pas mal de fois pendant les séances d'essai. Et le virage numéro 5, c'est pareil parce que si le virage numéro 3, il n'y a pas de contrainte, le pneu n'a pas le temps de chauffer et ensuite on arrive au virage numéro 5 qui là pour le coup est une vraie phase de freinage, c'est une espèce d'épingle et donc on vient poser la moto sur le côté gauche et si le pneu n'est pas en température, on peut très facilement perdre l'avant comme Francesco Bagnaia, comme Binder, comme Zarco pendant les essais encore une fois. C'est pour ça qu'on a vu énormément de chutes.
Enfin voilà, je voulais parler de ce circuit, de ses caractéristiques et tout ça a une énorme importance pour la suite de week-end et notamment pour la gestion de la stratégie pendant la course. Mais on passe à Yamaha parce qu'on a d'autres choses à dire. Chez Yamaha, le nouveau package aéro notamment est arrivé avec en plus un nouveau système d'échappement qui va permettre de mieux délivrer la puissance, d'avoir un meilleur contrôle sur la phase d'accélération pour les pilotes. Donc pas mal de nouveautés et ça a assez vite porté ses fruits avec une très belle qualification, des très belles practices de la part d'Alex Rins qui s'est qualifié directement en Q2, assez bien placé. On l'a vu devant Jack Miller par exemple, c'était franchement pas mal d'Alex Rins. Malheureusement, les deux courses pour le pilote espagnol se sont beaucoup moins bien déroulées, mais il y a du positif, que ce soit du côté de l'espagnol ou du français. On a vu un Fabio Quartararo assez bon sur cette course du dimanche. Généralement, il était aux alentours de cette 10e place. Il se battait tout de même face à des pilotes comme Bezzecchi. Donc, on peut pas passer à côté, j'ai envie de dire. Mais c'est encore très très loin. On est encore très loin du rythme général. Voilà, donc je voulais souligner les apports de Yamaha qui font leurs preuves parce que les pilotes sont satisfaits, mais on voit clairement qu'il manque encore quelque chose. Par contre, Fabio Quartararo, je tiens à le féliciter avec cette régularité, même si au Mans, c'est vrai, il y a eu cette petite chute, mais on est quand même sur une régularité, on est quand même sur le pilote sur les machines Honda qui est le meilleur des autres, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, mais j'ai pas grand chose à dire de plus sur Yamaha avec un week-end assez transparent malgré la belle performance en début de week-end de la part d'Alex Rins. J'ai envie de dire, on passe à la suite parce que c'est assez poussif tout de même. Même ma vidéo est poussive. Vous le voyez dès qu'on parle de Yamaha et ça ne va pas. On est obligé de pousser pour chercher des choses. Il n'y a pas grand chose finalement. Donc on passe à KTM. KTM, ce fut difficile, ce fut très clairement compliqué le week-end de KTM ici à Catalunya et pourtant on a vu de très belles choses, notamment de la part de Pedro Acosta. On va revenir sur plusieurs pilotes. J'ai envie de partir sur la doublette, premièrement, la doublette de la déception. Fernandez en course sprint, il a eu un problème, certes, mais le week-end est à jeter. C'est peut-être son pire week-end de MotoGP depuis qu'il est arrivé. Augusto Fernandez, c'est même plus sur la sellette. Je pense que le choix est déjà fait chez KTM. C'est le pilote qui va partir. On ne sait pas encore qui va où parce que le transfert ne bouge pas pour le moment. Mais c'est clairement Augusto Fernandez. Je ne pense pas qu'il soit en MotoGP l'année prochaine. Et là, avec ce week-end, c'est clair qu'il ne sauve rien du tout. Donc, c'est une fin de saison, j'ai envie de vous dire. On ne va pas parler de Fernandez. Il y aura peut-être un exploit ou deux sur cette saison, mais c'est tout. Jack Miller, c'est pareil. C'est très compliqué. Il va potentiellement rester chez KTM parce que c'est un pilote d'expérience. Il peut encore apporter des choses. Et puis, en développant peut-être la moto, Miller n'est pas devenu mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit souci de bien fonctionner avec la KTM. Il n'est pas encore adapté, je pense. En plus, la moto subit de gros changements chaque année pour essayer d'évoluer au rythme de Ducati. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, Miller, voilà, il commence à s'habituer. On lui remet une nouvelle moto, une nouvelle moto, une nouvelle moto. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué. La KTM n'a pas l'air non plus hyper simple à prendre, même si à côté il y a un prodige qui fausse absolument toutes les données. Mais voilà, Jack Miller, encore une fois, il y a de la chute, il y a une qualif potable, mais encore c'est pas suffisant quand on voit ce que font les deux autres. Donc voilà, les deux là, hop, on balaie, c'est fait, c'est dit. Brad Binder, beaucoup de chutes encore une fois comme moment, mais c'était un peu mieux, même si pendant la course sprint une erreur qu'il ne doit pas faire avec son expérience, avec sa qualité de pilotage. C'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir ça. C'est sur les courses sprint que normalement Brad Binder peut se démarquer. On l'a vu l'année dernière. Il y a eu de la victoire, il y a eu des choses comme ça. Alors si même là, pendant les courses sprint, il ne réussit pas, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu terrifiant. Mauvais début de saison pour Brad Binder et ça se confirme. Et pendant la course, le rythme de Brad Binder n'était pas si mauvais jusqu'au moment où il y ait ce drop de performance, vraiment chute de performance au niveau des pneumatiques. Binder a totalement disparu des radars du top 5. Il était plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est la KTM qui mange un peu trop ses pneus avec l'électronique, son réglage moteur ou quoi que ce soit, mais il y a quand même eu un énorme drop de performance et puis on va revenir aussi avec Pedro Acosta juste après. Il y a quand même eu cet énorme problème avec Binder. On l'a vu très
très vite perdre des secondes entières sur ses tours, 1 à 2 secondes des débuts des chronos de la course. Donc c'est vrai que voilà, malgré tout ça, il ramène quand même la moto jusqu'au bout. Il prend quelques points avec une 8e place, je crois. Donc week-end pas exceptionnel de Brad Binder, un peu de maturité de sa part sur la course du dimanche, mais c'est vrai que la performance n'est clairement pas là. Et on va parler de celui qui, encore une fois, fait briller KTM. Et ce n'est pas normal, mais quelle prouesse. J'en ai parlé dans la vidéo de samedi dernier. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo sur la course sprint. Pedro Acosta finit sur le podium en course sprint. Un grand bravo à lui, le jour de son anniversaire. Quel plaisir de voir ça. Le problème, c'est que je n'ai pas tout compris. En fait, pendant la course sprint, la difficulté que Pedro Acosta a eue, c'était la gestion finalement de son pneu avant. Énormément de surchauffe, énormément d'usure prématurée, et donc il a eu beaucoup de difficultés à gérer l'avant de sa moto. Il le disait, ça ne tournait pas en entrée de virage, même dans les virages, c'était compliqué. Suivre les gens devant lui, ça lui faisait clairement exploser ses pressions. Donc, c'était le point noir de la course sprint de Pedro Acosta, mais il a su la gérer parfaitement bien. Le lendemain, la course reprend exactement la même situation. Alors, si vous avez suivi mon BRK du Mans, j'ai dit que Pedro Acosta avait fait une erreur et il ne la referait plus. Eh bien, il ne l'a pas refaite. Je m'explique. Au Mans, c'était une espèce d'erreur d'inattention, une erreur il n'a pas pris assez de marge. Il s'est fait surprendre par 2 pilotes qui ont freiné plus tôt et il vient perdre l'avant, il vient croiser parce que il s'est fait surprendre. Fin de l'histoire, il a dû essayer de rattraper tout ça sans faucher tout le monde. Malheureusement, il n'a pas réussi. Là, cette fois-ci, la chute, elle vient après plusieurs tours, après de la bataille, après des dépassements, après avoir été collé dans le pot d'échappement de Martin pendant beaucoup de tours. Et c'est vrai que je n'ai pas spécialement compris pourquoi Pedro Acosta ne s'était pas mis une petite distance, une petite marge, notamment vu qu'il avait en plus un pneu soft à l'arrière. La dégradation allait forcément être forte et difficile à gérer en fin de course. Mais voilà, donc Pedro Acosta, petite erreur d'analyse sans doute de sa part. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment trouvé le pourquoi du comment il avait fait ça. Mais en tout cas, forcément, après des tours entiers, après un pneu avant qui surchauffe et qui monte en pression, forcément la chute au virage numéro 10 était inévitable, j'ai envie de dire. Et c'est déjà extraordinaire qu'il soit arrivé jusqu'à ce tour sans chuter, avec ce rythme et avec notamment cette distance avec les pilotes devant lui. Donc un grand bravo à Pedro Acosta. Malheureusement, cette petite course de dimanche est un peu entachée par cette chute, mais c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. Donc pour moi, ça ne change absolument rien au fait que son week-end ait été très bon et qu'il jouait probablement largement le top 5 sur cette course principale. Donc on va passer à autre chose. Mais ça me fait plaisir de voir Pedro Acosta qui apprend parce qu'on voit un apprentissage où tout ne lui réussit pas. Depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on avait vu énormément de belles choses. Le Mans où il est toujours tombé, il est retombé, donc ça, voilà, c'est pas très grave. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des petits moments assez difficiles pour Pedro Acosta. Et franchement, ça ne peut que l'améliorer. Déjà qu'il est très bon, mais je pense qu'on est vraiment en train de construire entre Tech 3, KTM et Acosta, on est en train de construire un projet à long terme qui peut être vraiment ultra puissant, même face à des Martin ou des Bagnaia. Donc on passe à Aprilia parce que je fais que de parler d'Acosta. Sinon, on va faire des vidéos BRK Acosta. Allez, c'est parti. Si l'année dernière, Aprilia avait plus que brillé sur ce circuit, que ce soit avec Oliveira, Viñales et Espargaro, cette année, on a eu le droit à 2 pilotes qui nous ont fait de très belles choses. Mais c'est vrai qu'on a la grosse déception, Maverick Viñales, qui a été franchement nulle part sur le circuit, sur ce week-end en entier. Donc voilà, beaucoup de difficultés, on l'a vu pour Viñales. À chaque fois qu'on avait un plan caméra, il se plaignait de la moto, que ce soit de la glisse, que ce soit de l'instabilité. Viñales a eu à peu près tous les problèmes, un manque de feeling, aucune confiance dans la moto. Pour Miguel Oliveira, c'était à peu près identique. On a vu du bon rythme, notamment pendant la course sprint, pendant la course principale aussi. Mais c'est vrai qu'Oliveira déjà partait d'assez loin. Et en plus, bon, il n'a jamais réussi vraiment à montrer qu'il était au-dessus du lot pendant ce week-end. Donc, pour Miguel Oliveira, pour Maverick Viñales, ce fut très compliqué. Mais c'est vrai que Viñales, c'est quasiment incompréhensible au vu de la forme dans laquelle il était. Mais on a eu de grosses difficultés de son côté. Après, on va parler des 2 autres. Les 2 autres, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Raúl Fernandez, qui se réveille à un moment crucial de sa carrière. Il est au bord de ne plus être en MotoGP, soyons clairs, posons les mots.
Raúl Fernandez n'avait quasiment plus sa place en MotoGP. Personnellement, je ne cultive pas trop cette culture de l'instant. Je suis pas forcément fan de dire c'est bon, grosse perf, et s'il en refait une année prochaine, il reste en MotoGP. Pour moi, il n'a déjà plus sa place, personnellement. Pour moi, il faut aller chercher un Sergio Garcia, pas un Joe Robert, mais un Sergio Garcia, un Ayogura ou des choses comme ça. Il vaut mieux aller chercher ce type de pilote-là, même si les déclarations de Fernandez qui disent qu'il est revenu à son niveau, qu'il pilote comme au Moto2, qu'il a de la confiance. Je vous rappelle, là, c'était sur la RSGP 23. Dans quelques semaines, Aprilia fournissent une RSGP 24 pour Raúl Fernandez. Donc, il va devoir se réhabituer à une nouvelle moto qui est certainement meilleure, hein, on va pas se mentir, que la RSGP 23. Mais c'est une autre moto. On l'a vu, Oliveira a pas mal de difficultés tout de même à s'adapter à cette RSGP 24. Donc, va falloir se réadapter et le processus risque d'être un petit peu long au vu du temps que met Fernandez à chaque fois à s'habituer à ces nouvelles motos. Donc voilà, très bonne performance, hein. Première ligne, leader de la course sprint, une course principale assez intéressante tout de même, et puis surtout des dépassements à la sortie du virage 2 jusqu'au virage numéro 3. C'est un des seuls à avoir fait ce type de dépassement pendant la course sprint, pendant la course principale. Je vous invite à regarder ces dépassements, ils étaient franchement magnifiques. Donc voilà, bon point positif, faut souligner quand c'est des bonnes choses. Top 6 je crois, il égale son meilleur résultat, mais toujours pas de top 5, toujours pas de podium, donc bon, on est quand même sur 3 ans en MotoGP. Faut pas abuser non plus. Il a fait une bonne course en 3 ans. 2 bonnes courses, allez. Et pour terminer, le pilote catalan Aleix Espargaro qui vient faire un très beau week-end à domicile après avoir annoncé sa retraite le jeudi. Franchement, très belle course sprint, très beaux essais, que ce soit pendant les qualifs, la pole position, que ce soit pendant les essais libres. Il a tout réussi ce week-end. Malheureusement, pendant la course principale, on a vu un petit manque de rythme et aussi sans doute un petit manque de gestion sur les pneumatiques. Ça doit être aussi dû à la moto parce que bon, on va pas se mentir, devant lui, c'est pas compliqué, il y a toujours la même moto. Derrière lui aussi, mais en tout cas, bravo à Aleix Espargaro, victorieux pendant la course sprint, mais j'en ai parlé dans la vidéo de samedi. Et voilà, donc faut souligner tout de même ce bon week-end très régulier où il vient prendre des gros points, où il se relance après ce début de saison un peu compliqué, un peu poussif, et on passe à Ducati. Ducati, une nouvelle fois, c'est une masterclass. Encore une fois, on peut voir que la moto est au-dessus du lot. Sur ce circuit, c'est très facile. Ça ne montre pas juste les faiblesses de certaines motos, certaines parties qui sont un peu plus compliquées. C'est un circuit qui tue les motos. Il faut que la moto soit parfaite sur chaque point. Je vous l'ai expliqué au départ, c'est un circuit qui demande énormément, que ce soit de châssis, que ce soit de moteur avec cette très longue ligne droite de plus d'1 kilomètre, que ce soit au niveau du freinage et de la stabilité, et que ce soit au niveau du grip aéro ou du grip mécanique. Il faut que la moto soit parfaite dans tous les domaines, sinon ça devient compliqué, non seulement pour la vitesse pure, que ce soit sur un tour ou sur une course sprint, mais aussi pour la gestion des pneumatiques, pour la gestion de l'effort, pour la gestion du carburant, pour toute la gestion possible autour de cette moto. Si la moto n'est pas parfaite, il est impossible sur ce type de circuit que j'ai expliqué au départ de la vidéo, très difficile pour les motos de réussir et très difficile pour les pilotes d'exploiter le potentiel d'une moto qui n'en a pas finalement. Donc voilà, la Ducati est clairement au-dessus du lot. On peut parler de Bezzecchi, on peut parler de Morbidelli, on peut parler d'Alex Marquez, mais on ne va pas le faire parce que un week-end assez bon. Alex Marquez a un week-end plutôt bon finalement. En vrai, on va pas se mentir, c'était pas mal, 7e en plus, je crois, pour la course principale. Donc un bon week-end d'Alex Marquez, mais les autres pilotes Ducati, c'est plus compliqué. Fabio Di Giannantonio, il est dans l'ombre encore une fois, mais il est top 5 encore une fois, contrairement à son coéquipier qui n'est absolument pas régulier. Fabio Di Giannantonio, je vous le dis, depuis le début de l'année, on regarde 6e, 7e, 5e, 6e. Il est tout le temps présent. Certes, ça manque un peu de top performance, mais en s'adaptant à cette GP23, en s'adaptant avec cette nouvelle équipe, c'est franchement pas mal. Donc voilà, petit point positif pour ça. On va parler de Bastianini tout de suite. Oui, il avait des pénalités. Oui, il les a vues. Ça, je vous le dis tout de suite. Il les a vues, les longues laps, mais il ne les a pas faites pour, contredire la direction de course. Je n'ai pas trouvé ça malin personnellement. Il aurait pu sauver quelques points, 5, 6, 7 points en fonction de s'il avait effectué ses longues laps.
Ça aurait été plus mature de sa part. Ensuite, tu descends de ta moto, tu vas voir Freddy Spencer, tu vas voir la direction de course, tu leur craches à la figure, ça peu m'importe. Tu prends limite, je sais pas, une perte de points. Il n'y a pas de licence en MotoGP comme en Formule 1, mais je sais pas, tu prends une amende de 5000 euros. Pourquoi pas? Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais le fait qu'il ne fasse pas ces longues laps, je trouve que c'est un petit manque de maturité et un petit manque de sérieux de sa part. Je suis d'accord avec lui. Le premier long lap n'est pas forcément mérité. On a un Alex Marquez qui vient très tardivement aller chercher l'intérieur de Bastianini dans ce virage numéro 1 qui va l'écarter. Quand on coupe la chicane, nous devons perdre au minimum une seconde sur ce secteur, et sachant que la fin du secteur, elle est juste après le virage numéro 2, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ralentir dans la chicane, il faut vraiment s'arrêter. Et là, Bastianini avait déjà perdu du temps parce qu'on l'a attaqué un peu violemment, et en plus de ça, il avait perdu sa position, et en plus de ça, eh bien voilà, il s'était dit que tout était bon, et en plus de ça, je rajoute quelque chose, à la fin de la course, la direction de course a dit, oui, on s'est trompé, on a fait une erreur sur ce long lap. Bon, ça, c'est assez terrifiant quand même de se dire, je pense qu'ils n'ont pas regardé l'action en fait. Ils ont juste vu le chrono que Bastianini avait coupé. Il y a le capteur qui a dit, ça a coupé, il a pas perdu une seconde. Ils se sont dit, oui, bon, hop, la pénalité, il n'est pas espagnol, la pénalité. Voilà, ça s'est fait comme ça, je pense. Après cette pénalité, Bastianini a reçu un autre long lap qu'il a effectué, et après il a pas refait son long lap. Donc il a eu plusieurs pénalités en fait. Il les a pas toutes respectées. Il en a respecté une, pas les autres. On voyait très bien qu'il en faisait qu'à sa tête. Et malheureusement sur la fin de la course, après n'avoir respecté, après ne pas avoir respecté le long lap finalement, il prend un drive-through qu'il ne va pas effectuer. Et donc, le drive-through se transforme en pénalité de temps à la fin de la course. 32 secondes de pénalité, hors des points. Ciao Bastianini, merci d'avoir participé. C'est là où je trouve il y a eu un petit manque de sérieux et de maturité de sa part. C'est que il aurait pu sauver 5, 6, 7, 8 points qui auraient pu être cruciaux pour la fin du championnat du monde si jamais il vient à se battre pour ce championnat du monde. Mais là, malheureusement, sur une petite erreur de caractère, on va dire, il va se priver de ces points qui peuvent être très importants pour l'équipe et pour lui-même. Le trio de tête, on va en parler tout de suite. Marc Marquez, masterclass stratégique. Bagnaia, masterclass stratégique. Et on va parler de Martin. La maturité est arrivée magistrale. Martin a tort, parfait. Bon, certes, sa série de podiums en course sprint, qui était de 14 courses sprint consécutives, je crois, 14 podiums consécutifs en course sprint, se termine, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas parti à la faute. C'est celui qui vient marquer le plus de points sur ce Grand Prix de Barcelone devant Francesco Bagnaia. Donc voilà, franchement, une deuxième place parfaitement maîtrisée. Il a fait face à un Bagnaia qui a fait une masterclass, mais on y revient tout de suite. Mais donc ça me fait plaisir de voir Martin dans ces conditions qui commence à réellement apprendre. On a vu cette erreur à Jerez c'était vraiment une petite erreur d'inattention, une petite erreur un peu bête de sa part. Et on savait, enfin moi personnellement, j'avais remarqué, il n'était déjà plus comme ça. On n'est plus en Indonésie l'année dernière, on n'est plus à Mandalika l'année dernière. C'est pas la même erreur, c'était pas la même chose. Là, c'était vraiment assez différent. Et on voit bien qu'il ne va plus la faire cette erreur, que ces fautes d'inattention, que ces fautes de vitesse, ces petites fautes débiles qu'on a de temps en temps de l'ancien Martin, eh ben, elles n'existent plus du tout. Et que si jamais il n'a pas le rythme en course sprint, ça sert à rien de forcer. Si en course principale, il a plus de pneus, eh bien, tant pis, il va sécuriser. Donc ça, c'est un Martin qui évolue et ça fait plaisir de le voir dans ce sens-là. Et sinon, les masterclass des deux pilotes, la stratégie était nécessaire. Je vous l'ai dit, il fallait allier la moto et la stratégie. Bagnaia, on l'a vu dès le départ, que ce soit face à Acosta ou Martin, les tours, ils allaient très vite à Acosta et Martin. Bagnaia est resté sur son propre rythme, conservé des pneus. Il a dépassé Martin parfaitement bien, sans perdre de temps, sans rester trop longtemps derrière lui, sans faire chauffer son pneu avant. Et il s'est envolé juste après, sans pousser. Il n'avait pas besoin de pousser. Il s'est trouvé un rythme qu'il avait dû définir pendant la nuit, vous voyez. Mais il a tout respecté, ça a parfaitement fonctionné. Et pour ça, il faut un pilote confiant, il faut un pilote très bon, capable de respecter un rythme, capable d'évoluer sur une piste aussi difficile et de ne pas craquer mentalement parce qu'il y a des gens qui s'en vont devant ou parce que il se fait dépasser à certains moments. Donc Francesco Bagnaia, très très bon. Marc Marquez, très bon avec ce pari du pneu soft. Pourquoi le pneu soft? Il voulait directement évoluer et aller chercher le haut de tableau dès le début de course en profitant d'un pneu plus tendre avec plus de performance dès le départ.
Mais dès qu'il a vu qu'il avait fait un mauvais départ, il s'est calmé, il a gardé du jus pour la fin et ça s'est très très bien passé. Bravo Marc Marquez, bravo Bagnaia. La stratégie était vraiment au milieu de tout pendant cette course principale parce que on pouvait se dire oui, c'est bon, c'est fait pour Martin, c'est fait pour Acosta, mais avec le drop de performance qu'on avait déjà vu pendant la course sprint, pour moi, avant les 2 derniers tours, la course n'était pas faite et on l'a vu face à Aleix Espargaro, on l'a vu face à Martin, ça s'est décidé en fin de course et pas avec un rythme phénoménal, pas avec des dépassements de fou, juste avec un rythme régulier et avec surtout de l'entretien sur ce pneu arrière notamment. Donc un grand bravo à ces 2 pilotes-là qui m'ont vraiment impressionné par leur masterclass stratégique et par leur QI, on va dire, de course, autre que les dépassements et que tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé sur Ducati, Moto 2, Moto 3, très très vite. MTL Messi, masterpiece of the masterpiece, premier Ayogura, première victoire en 2024, première victoire avec Bosco Scuro, très très bon Ayogura, pareil, dans la gestion du pneumatique, dans la gestion de l'effort, la stratégie d'Ayogura était vraiment bonne. Après une qualification un peu difficile, 10e je crois sur la grille, il remonte petit à petit, sans trop pousser. On a eu un très bon Sergio Garcia aussi qui est parti assez fort finalement, derrière Fermin Aldeguer, avec Fermin Aldeguer qui s'est planté. Alors une erreur franchement pas maligne de sa part, qui s'est planté dans le long lap au virage numéro 1. Déjà il prend son long lap. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça en tant que favori au championnat du monde. Il est dans la bataille. Tu peux pas te permettre de faire ça. Sergio Garcia, on l'a vu, hein, il avait un avertissement. Il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas eu ce long lap. Mais bon, Fermin Aldeguer, encore une fois, petite erreur là de, je sais pas si c'est de la maturité, je sais pas s'il a voulu faire trop vite, mais on le voyait. Moi, quand il est rentré, le premier freinage, regardez la course, le freinage pour rentrer dans le long lap, on le voit freiner, mais genre 10 mètres plus tard que Sergio Garcia. Alors que le long lap, il est pas 500 mètres plus loin, tu vois, il est juste à côté du virage et c'est un couloir assez serré qui est sale parce que personne ne passe dedans. Donc ça m'a étonné qu'il freine si tard. Il se plante littéralement en perdant l'avant. Maintenant, il pouvait pas arrêter la moto. Donc voilà, petite erreur assez débile. Et Bosco Scuro, MTL Messi et Sergio Garcia font un très très bon travail. Et en Moto 3, David Alonso. Alors je m'étais trompé sur Ueda, je m'étais trompé sur Garcia aussi, mais David Alonso, voilà, très très bon David Alonso. On a vu un Rueda qui est, en fait, il a un peu raté sa fin de course. On va pas se mentir. Sur le milieu de course, il était un peu trop loin. Et après, il y a eu un espacement parce qu'Alonso a vraiment imposé un rythme incroyable et a distancé un peu Colin Vayer, Holgado, Rueda. Et c'était assez difficile. Il y a Ortola aussi. Il y avait plus trop de bataille pour le groupe de devant. Et finalement, Rueda n'a pas eu assez de temps pour remonter. Donc voilà, petite erreur stratégique. Il est un petit peu trop loin avant sa dernière attaque. Mais David Alonso, une fois qu'il prend la tête de la course, il a réussi à imposer un rythme. Il n'a même pas eu besoin de défendre parce qu'il avait toujours ce petit écart entre lui et le deuxième, le troisième, pour ne pas avoir besoin de défendre et se concentrer sur son pilotage. Donc David Alonso, énormissime. Voilà pour cette vidéo. Donnez-moi vos réactions pour un constructeur ou pour une situation dans ce Grand Prix. Je les lirai, je réponds à vos commentaires. Si vous avez une question, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis ciao ciao et dans même pas une semaine, c'est le Mugello. Donc restez bien accrochés à vos écrans. Ça n'a aucun sens cette outro. Allez, salut parce que je dis n'importe quoi là.